partie de son vécu. Comprenez la différence. Il faut faire le sport. Bien. Alors, tu vois, le sport vient renforcer l'ego, mais surtout le héros. Ça veut dire le sens érotique. Ceux qui font le sport, ils produisent un peu plus de testostérone, qui sont aussi érotiques et aussi une hormone du plaisir, en plus d'être une hormone de la force. Bien, le mouvement hippie, toujours aux années 60, vient avec l'idée de dire c'est vrai, on a reçu cette injonction à être fort, à nous transformer le corps pour attirer, c'est bien. Mais ils viennent aussi couper l'homme à partir de ses genoux. Ils disent arrêtons de faire la guerre, faisons l'amour. Il y a une campagne où les gens vont commencer à installer des tentes, ils quittent. C'est un groupe où les gens laissent même des cheveux. Donc c'est vraiment un changement en Europe, un changement radical. Les jeunes partent, ils vident leur ville, ils sont en train d'aller en campagne, ils prennent des filles, tout le monde peut faire ce qu'il veut, c'est la liberté. L'homme, c'est celui qui sait faire. Ça vient de ce mouvement-là, Flower Power. Et ce tout premier groupe que nous saluons, le groupe pop, c'est les Beatles. Vous vous rappelez, non? Beatles vont naître à partir de là pour répandre cette autre culture, la culture pop dont nous sommes presque tous fils ici, et qui va un peu relativiser le corps et relativiser les relations. Tu peux avoir une relation sans problème. Tu peux avoir un propre partenaire. C'est ta liberté. On s'en fout. Fais ce que tu veux. C'est ton corps. C'est ton choix. Et vous vous rappelez de l'affaire du manifeste de combien? 628 alors pourquoi les femmes qui veulent se gérer elles-mêmes, et gérer leur corps elles-mêmes. Il y a des conséquences que nous subissons juste après. Bien, ça c'est l'histoire que nous traversons. Nous sommes les fils de ce monde. Dans l'imaginaire africain, il y a aussi un problème. Chez nous, en Afrique, qu'est-ce qui se passe? En Afrique, nous naissons hommes sans notre vouloir, sans notre choix, comme ailleurs. Mais le problème, c'est qu'on nous dit déjà, dès le berceau, que nous avons un rôle important à jouer dans la famille. Et si on est encore fils aîné, c'est pire. Il y a des fils aînés ici. Sûrement. Il y en a. Ils sont là. Sûrement. C'est encore pire. On va te répéter jour et nuit, c'est toi le papa de la maison. Quand papa n'est pas là, c'est toi. Tu dois prendre soin, mais on ne te dit pas comment il faut prendre soin du petit. On ne te dit pas comment. Ça, c'est le problème. La crise de la masculinité. Transmettre. Jonas, il dit dans le principe de responsabilité, un héritage dégradé dégradera également l'héritier. Dans la transmission, un héritage qui est déjà dégradé va finir par dégrader l'héritier. Donc il faut la qualité, quel bagage avons-nous pour transmettre comme il se doit, ou pour être parents comme il se doit. Les filles sont un peu plus dans la bonne posture parce que les filles sont préparées. Pourquoi? Parce que dans notre imaginaire, la fille en est alépique. C'est ça, non? Puisque les filles peuvent, entre guillemets, être abîmées, je ne sais pas comment le dire, les mamans, les tantes font une synergie pour les encadrer. Quand la fille a ses menstrues, la maman sait, elle sait comment accompagner. Les garçons n'ont pas de menstrues, on s'en fout. Mais les garçons ont aussi
blessure de la guerre. La conséquence, on donne tout aux garçons pour qu'ils se sentent à l'aise, mais on l'abîme. Sans le savoir. Parce que j'ai vécu la violence de la guerre, j'ai été martyr. Je ne veux pas que mon enfant subisse. Et je donne maintenant tout à l'enfant. Il demande téléphone, on donne. Il demande. Conséquence, ça devient un garçon qui ressemble à une fille. Hybride entre les deux. Et s'ils ne sont pas trop choyés, ils deviennent féminisés. Ce sont des hommes presque castrés. Comment savoir des hommes castrés? Des victimes, ils sont forcés à rester muets. Et cela est arrivé à Joseph en fait. Pourquoi je l'assure? C'est toute la ville qui était paralysée. Toute la ville était paralysée. J'allais à l'Athénée et j'ai un étudiant même m'a rempli mon sac à l'école. Il est parti, il s'est payé la minute. Et il m'a envoyé vraiment un bon caillou dans le dos. Bien, les étudiants d'aujourd'hui, je les regarde et dis, ah! Parce que bon, plus personne ne peut revendiquer. Quand on chasse injustement, par exemple, un camarade en classe, personne ne va tousser. Même injustement, le prof chasse quelqu'un comme ça. Il le fait injustement. Regardez la qualité des garçons que nous avons. Personne ne va hausser son petit doigt pour dire c'est injuste. Personne. Parce que, en fait, la société a travaillé les garçons autrement. La société a travaillé les garçons. On peut commencer à les castrer, à les émasculer progressivement. Alors qu'elle attend d'être des hommes qui doivent prendre les autorités. Quel type d'autorité ces garçons-là seront s'ils peuvent fermer les yeux devant les injustices? Là, c'est question. Bien, la confusion est là. Joseph, c'est vrai qu'il a subi le même sort. Vous voyez, Joseph, il voulait, mais là c'est un autre contexte. Joseph a reçu des avances de la femme de Potiphar. Vous vous rappelez, non? C'est dans Genèse 109. Les avances, il était seul avec la femme. La femme s'est déshabillée et il a fait des avances. Et Joseph a été obligé d'être mais la femme dit si tu ne le fais pas, je vais crier que tu m'as violé. Et cette société, même la nôtre actuellement, on écoute plus la femme que l'homme. Alors que les hommes peuvent être aussi violés. N'est-ce pas? Un homme peut être violé. Et lui, il s'est dit, si je crie c'est la femme qui a toujours raison. Et nous sommes entrés dedans que les femmes deviennent de plus en plus puissantes que les hommes. Parce qu'ils ont droit à la parole, parce que les hommes n'ont pas dit où sont les limites. On n'a qu'à se respecter, il y a des limites. Et vous avez connu un autre sort. C'est vrai que c'était une transition pour aller vers la gloire, mais c'est quand même construit sur une injustice. Mais je crois qu'il y a encore des gens qui se vivent. Voilà, l'expression qui se vit chez nous. On dit l'homme est quoi? On dit en Afrique, il y a un biais émotionnel. On dit mon homme est lié. On nous a toujours dit ça. On dit mon homme est guiche en cas. Vous avez vu? Est-ce qu'on ressemble à ça? Voilà les éléments qui font le chemin, du chemin. Mon homme est guiche en cas. Voilà. Et voilà, est-ce qu'on ressemble vraiment à ce type? C'est ça être un homme. On dit même Joakai. Il faut que tu n'as mon cas, c'est quoi un cas? Cascadé. On ne dit pas cascadeur, on dit cascadé. J'ai même vu, on était avec Isaac hier soir. Isaac, quand on descendait, il y a un enfant qui est tombé. Il est tombé sur son il avait de la boue partout. Et Isaac me dit, je vous casse ça. Parce qu'au travail, vous allez avoir des chefs, des femmes. Vous n'allez pas refuser que comment une femme peut parler. Le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer. Et vous serez choqués quand vous allez quitter ce contexte, vous allez ailleurs. Les femmes ont droit à la parole. Et elles sont en train d'envahir la sphère politique. Vous n'avez pas d'idée. Alors on doit s'équilibrer. Maxime, on va accepter qu'une femme de quelque chose. Personne. Vous êtes macho. Personne. Même Arsène. Mais donnez-moi une raison. Donnez-moi une raison qui ferait qu'une femme ne soit pas le chef de votre famille. Donnez-moi une raison. Vraiment une raison. Que ça soit logique. Et convaincant moi.
manière d'exprimer aussi ce qu'on ressent. Ça, c'est pour ce qui est de l'émotivité. Il y a une autre chose que tu as soulevée, mais je l'ai perdue. Qu'est-ce que tu as encore dit? Sa personnalité. Parce que les femmes, elles ne sauront pas prendre des décisions. Oui. Et dans le cadre de l'évolution, il y a certaines décisions faites, et d'abord se poser, réfléchir calmement. Mais aussi, elle ne saura pas. Mais est-ce que toutes les femmes sont comme ça? Ça, c'est un. Les deux, il y a des. J'ai parlé des garçons princesses. Il y a des hommes plus émotifs que les femmes. Et ils deviennent de plus en plus nombreux. Mon cher Josué, ça c'est vrai. Il y a un garçon qui lui dit une parole le matin, ça vient toute sa journée. Il ne sait pas s'en foutre. Il prend ça de manière personnelle. Il va te rappeler ça 5 ans plus tard. Ce jour-là, on était dans la salle. Il te rappelle. Oui. Moi, je pense, en Angleterre, que la plupart des fois, bien qu'on suppose que l'homme est toujours la tête de la famille, je pense que quand on dit c'est la femme qui décide. Pour preuve que, celle qui décore les meubles, la chambre, tout, c'est la femme qui décide. C'est la femme qui décide de ce qu'on mange, c'est la femme qui fait les provisions et tout le reste. Donc, en termes de la maison, moi, j'ai envie de dire une fois que nous payons la maison non parce que nous sommes pauvres. Chaque fin du mois où on construit une maison, et c'est la femme qui est propriétaire de la maison. Comprenez? Oui, que même merci. Hein. Je crois qu'on commence à aller de mon côté. Merci beaucoup, Kevin. Je suis content. C'est tellement ressort. Oui. La femme, soit le chef du foyer ou de la famille, c'est vraiment une question c'est très large en sens et en réflexion. Parce qu'en fait, quand on prend le temps de réfléchir, on peut se rendre compte que la femme, en réalité, elle n'est pas censée être la chef de la famille. Mais en pratique, et on ne peut jamais dire, il n'y a personne qui dira que non, la femme est la chef de la famille quelque part, surtout pas en Afrique. Mais dans la pratique, quand on est dans un foyer, on se rend compte que c'est la femme qui prend la plupart des décisions, mais elle sait s'abaisser de manière que la décision semble venir de l'homme. Et puis, il y a aussi une autre chose. D'ailleurs, il y a même un exemple que j'ai vécu récemment. On demande à l'enfant, que fait ton père? L'enfant répond, ce que maman lui dit. Vous voyez un peu ça? Donc, ce sont des choses qui se passent. Et c'est vrai que parfois, les femmes peuvent sembler ne pas diriger les foyers. Mais l'homme, c'est l'homme, bien sûr. Et c'est lui le chef du foyer. Mais c'est la femme qui dirige en coulisses. Ce que tu soulèves, alors, c'est une hypocrisie de la société. Voilà, exactement. Et pourquoi ne pas être vrai, alors? Oui, chérie. Dans la continuité de la réflexion que les amis ont posée, par rapport à cette question, il y a déjà un premier aspect que vous venez de soulever, l'hypocrisie. Nous vivons dans une société qui vit beaucoup plus, qui veut beaucoup plus paraître selon certains codes qui ont été établis par nos aïeux et que moi je considère d'ailleurs comme ayant été un peu trop égoïste, vouloir tout centrer sur l'homme. Et donc par rapport à cette question, moi je crois que le débat ne devrait pas plutôt tourner autour de qui est le chef, mais le débat devrait plutôt être axé sur le principe qui dit qu'il y a de la place pour tout le monde si chacun a sa place. Et donc moi je suis plutôt fan de cet aspect-là qui promeut le partenariat. Chacun fait ce qu'il a à faire sans chercher à savoir qui est au-dessus de qui, mais chacun reste à sa place. Et je crois que c'est un équilibre. Merci, c'est justement trouvé. L'Église, dans le catéchisme de l'Église, nous mettons l'accent sur la complémentarité. L'homme et la femme
aussi a commis beaucoup d'erreurs dans le temps, voulant montrer que c'est l'homme qui doit être le chef, ça c'est arrivé. Le problème, c'est beaucoup plus, c'est que la société, la culture du milieu impose. Nous sommes dans une culture où le pouvoir a beaucoup de sa place. Ce qui fait que même dans le milieu professionnel, vous allez le voir, celui qui a commencé à travailler avant toi, il a une certaine ascendance sur toi. Celui qui est plus âgé, même s'il n'est pas professionnel, il a de l'ascendance sur toi. Et donc, ce qui fait qu'il faut toujours définir qui a le dernier mot. Ça nous colle à la peau. C'est notre société. On devait penser autrement, mais on ne va pas y vivre. C'est ça en fait le problème. Oui, je peux avoir un avis négatif ou une autre manière de voir les choses par rapport à ce sujet. Je pense personnellement que ce n'est pas question d'être chef qui compte, mais personne ne sait comment on va faire ajouter. On ne s'impose pas en tant que chef. On l'est parce qu'on fait quelque chose qui promet, qui prouve vraiment qu'on est chef. Et cela marche dans beaucoup de cadres dans notre vie quotidienne, que ce soit du côté de notre culture, qui stipule ça et qui annonce à l'homme certaines responsabilités dès le bas âge, où on signifie à l'homme que c'était à lui de faire fonctionner sa famille, d'aller faire la pêche, d'aller chasser, dans le but de pouvoir de subvenir aux besoins de sa famille. Mais aussi, il faut signifier que la Bible le signifie très très bien dans Genèse 3, verset 17, Genèse 3, 17. Il dit enfin à l'homme, Genèse 16, 3, 16, le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme, je multiplierai la peine de tes grossesses, c'est dans la peine que tu apporteras tes fils. Ton désir te portera vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. Bon, je ne sais pas si je peux commenter la Bible, mais le verset est clair et il signifie très très bien ce dont on discute ici. Mais je crois personnellement que ce n'est pas une question d'être chef qui signifie grand chose en termes de foyer, mais de ce qu'on apporte comme valeur ajoutée. On ne peut pas s'imposer en tant que chef si on ne fait rien en tant que chef. Et les gens qui disent que voilà, je suis le chef de la maison, c'est parce qu'ils ne parviennent pas à subvenir aux besoins ou à leurs responsabilités en tant que chef. Mais si jamais on est là et on fait tout ce qu'on a à faire en tant que père, en tant que mari, en tant que chef, on ne demande pas qu'on est chez vous. On sent qu'on est là et qu'on est chez vous. Je reprends un commentaire que j'ai toujours fait dans le forum quand on se rencontre sur l'interprétation des Écritures saintes. Ça, c'est très important. La Bible est à 100% la parole de Dieu. Elle est à 100% la parole de l'homme. Il faut qu'on s'entende, parce qu'on peut, parfois on peut être tenté de lui faire dire beaucoup de choses. 100% parole de Dieu comment? On croit que le Seigneur nous inspire et il parle en nous à travers l'Écriture sainte. Mais 100% la parole de l'homme parce que c'est une Bible qui est écrite dans un contexte donné, dans une culture donnée, avec peut-être ses biais, avec peut-être ses limites. J'ai appris en théologie une chose qui m'avait choqué. Chez les Maasai, pendant longtemps, les Maasai c'est un peuple qui vit entre le Kenya et la Tanzanie, il y en a même en Ouganda. Une tribu grande. D'ailleurs, ils n'ont même pas besoin de passeport. Ce sont des gens que vous allez toujours à la frontière avec leur canne, avec leur... Comment on appelle ça? Ils ont un tissu comme ça un peu rouge avec des carreaux de porte. Voilà, ils s'en foutent de tout ce que vous avez créé comme frontière. Ils ont raison, moi, je crois. Bien. Ils ne concevaient pas qu'on pouvait mettre au monde des jumeaux. Ça veut dire quoi? Quand la femme accouche, on reçoit le premier enfant. Lorsque la femme va expulser le deuxième enfant, on tue le deuxième enfant. Et ça a fait son chemin. Pourquoi on tue le deuxième enfant? Parce qu'on dit que c'est l'ancêtre qui revient. On ne peut pas accepter que l'ancêtre revienne. Son temps est passé. Il faut tuer le deuxième enfant. Ce n'est qu'à travers l'évangélisation plus tard qu'on a commencé à laisser de la place. Bon, ils ont commencé à comprendre qu'on peut avoir des jumeaux, même des triplés. Mais ils n'acceptaient pas. Et pendant longtemps, on a tué des enfants comme ça. Pourquoi j'évoque cela? Lorsque nous disons c'est la parole de Dieu, lisons le contexte dans lequel ça a été écrit. Vous savez que les Israélites, quand une femme était dans ses menstrues, elle ne pouvait pas apparaître, même dans la synagogue. Elle était considérée comme impure.
C'est ce qui fait que la femme soit femme quand elle en a. Mais pourquoi on doit l'exclure? C'est la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Il y a des problèmes. Alors il faut toujours être très attentif quand on va interpréter, parce qu'il y a le contexte, il y a la culture que nous ne pouvons pas endosser. Tout ce qui est dit dans la Bible, c'est vrai, nous devons suivre comme parole de Dieu. Nous ne devons pas prendre ça vraiment comme si c'est comme ça exactement. Il y a eu aussi une genèse, un accroissement, il y a aussi quelques erreurs, il y a aussi eu quelques ajouts. Il faut toujours être nuancé. C'est un terrain très dangereux. Très dangereux, j'en ai déjà parlé, je vous ai parlé de l'histoire de El Shaddai, non? Je vous ai déjà parlé de l'histoire de El Shaddai, je vous ai parlé de tout ce panthéon-là des dieux qui existait en Israël. Ça a fait son chemin jusqu'à présent. Les gens disent Jéhovah Nissé, Jéhovah Shaddai, tout ça, Shama, c'est des dieux. Ce n'est pas un dieu. Mais ce n'est pas la matière. Il faut toujours nuancer. La Bible a été écrite dans une société très patriarcale, surtout l'Ancien Testament. Et quand Jésus vient opérer une révolution, il vient dire, vous avez opprimé les femmes pendant longtemps. Moi, je viens de restaurer. La pécheresse, la femme adultère, attrapée en délit d'adultère. Jésus reste là. Comment ça que on ne nous a jamais dit que Jésus a étudié. Mais il était en train d'écrire. Je ne sais pas ce qu'il écrit. Quand on a amené la femme là, à attraper. C'était un scandale. D'ailleurs, on ne comptait même pas les femmes. On les assimilait aux enfants, n'est-ce pas? On dit sans compter, ils étaient 500, sans compter les femmes et même l'eau. La démocratie est née en Athènes, en Grèce. Est-ce que les femmes votaient? Non. Alors, donc c'était un contexte très patriarcal. Maintenant, les choses sont en train d'être distribuées. Il y a des parlements où même on compte les hommes, même les femmes qui n'ont pas été élues au suffrage universel, on dit il manque 3 femmes, 4 femmes, allez nous chercher des femmes qui doivent compléter, parce que les femmes doivent être représentées là aussi. Les choses sont en train de changer. Vraiment en train de changer. Faisons très attention, sinon on risque un jour d'être là dans un autre contexte. On dit mais il vient d'où celui-ci? C'est comme s'il vient directement du ciel comme ça. Il faut qu'on comprenne davantage. Essayons, c'est très dangereux. Et beaucoup de gens en profitent pour parfois utiliser l'écriture à leur propre compte. Et la Bible, il faut la prendre. Et je préfère que quand quelqu'un va vous parler de Dieu, soyez sûr de sa formation. Parce qu'on a eu beaucoup de dégâts. Soyez sûr de sa formation. On a eu beaucoup de dégâts. C'est un couteau à double tranchant, n'est-ce pas? C'était une parenthèse. Donc Jésus est venu réhabiliter les femmes. Peut-être qu'on va évoluer comme cela, mais en imposant les limites dans nos cultures. Évoluons un peu, on va revenir sur ça. Voilà les thèses qu'on avance. Les raisons de la crise profonde sont là. Pourquoi les hommes sont en crise? Pourquoi le masculin est en crise? Ceux qui font les recherches disent, d'abord parce qu'on voit il y a des échecs scolaires. Les garçons sont toujours déjà en train d'échouer à l'école. Bon, je peux exagérer. La manière de le dire, j'exagère. Mais les femmes sont quand même plus intelligentes en nombre, en général. Est-ce il faut l'admettre quand même, non? Il y en a qui ne sont pas d'accord. En général, les femmes se débrouillent plutôt bien que les hommes. Bien, l'incapacité des garçons à séduire. Ils sont en crise parce qu'ils sont incapables de séduire. Les garçons deviennent de plus en plus incapables de séduire. Est-ce que vous savez ça? On était garçons à une époque où on pouvait braver la peur et aller arrêter une fille en cours de route et lui dire quand je te vois, moi je trouve que c'est bien. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, on le fait par WhatsApp et vous avez abîmé. Quand vous utilisez WhatsApp, il y a une distance et puis ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Et une fille m'a fait réfléchir. Elle dit, père, parce que la tendance actuelle, c'est les filles qui commencent à courtiser les garçons. Et la fille me dit, père, nous le faisons parce que les garçons d'aujourd'hui balancent encore la princesse là. Ça veut dire que si on les laisse, on les trouve qu'ils sont beaux, élégants, intelligents et consorts, ils ont tendance à aller vers les garçons. Et nous, on ne veut pas ça. Voilà pourquoi Manzara Poulier avance. On fait le premier pas. Dans mon adolescence, c'était un scandale qu'une fille fasse la cour à un garçon. Mais aujourd'hui, j'ai même vu des enfants, 2 filles ici, on les attrape chez les directeurs des études. L'une âge violente. Alors on les amène. Le directeur dit, père, parle à ces gens-là. On m'amène.
rends compte qu'une était en 8e, l'autre en 4e, donc finaliste. Alors, ils sont de se battre pour un garçon. Se battre pour un garçon. Et les garçons étaient là, je lui ai dit, mais tu es le plus bienheureux. Il dit, mais tu es bienheureux parce que moi je n'ai jamais connu ça. Et je lui dis, comment tu te sens? Il dit, père, moi je n'ai rien fait. Voilà, la beauté famille. C'est comme ça à ma maman. Donc j'ai dit, merci à moi. Voilà. C'est ça. Si ils deviennent incapables de séduire, c'est qu'il y a un problème, ils tombent en crise. Troisième raison, ça c'est l'hypothèse des sociologues, il y a le déclin de la libido masculine. On se rend compte de plus en plus que les forces viriles sont en train de décliner. Les garçons ne sont plus virils comme ils étaient avant. Moi, ça prend des produits. Puisque la libido n'est plus au rendez-vous, et surtout la perte de contrôle chez les parents, des familles monoparentales. Il y a seulement le père qui encadre l'enfant et qui ne va pas tout lui dire. Il y a cette crise-là qui s'installe. Et puis, l'autre raison qui explique la crise, ce sont les symptômes de la crise. La violence des femmes contre les hommes. Les femmes deviennent de plus en plus violentes et plus fortes. On les écoute plus facilement. Alors les hommes se disent, qui c'est Wanawasikia Kassan? Pourquoi nous on doit encore se battre? Restons. Et il y a tout un mouvement qui est né en Europe. C'est en anglais, je vais chercher, sûrement c'est dans mes notes. Et donc, men going on their own way. Ça veut dire, les hommes qui disent, les femmes, ça nous agace. Laissons-nous en paix. On ne peut même pas se marier, on ne va pas se mêler à leurs histoires. Parce que la femme est plus écoutée qu'un homme. Je reviens sur l'histoire de Potiphar. Si on t'amène une femme, si une femme vient chez toi, elle se déshabille, tu es dans un projet, tu es chef d'établissement et consort, qu'est-ce que tu vas faire? Et elle te fait des affaires. Je souhaite que je marie. Qu'est-ce que tu vas faire, Christian? Parce que c'est très embarrassant. Si tu dis oui, je le fais, bon, la femme va dire, c'est un garçon léger, pas de personnalité. Et puis, bon, tu le fais, tu vas aller te vanter chez les plus jeunes, voilà, je le fais. Si tu dis non, la femme va avoir son interprétation. Et personne ne va te croire. Parce qu'il va crier, on m'a violé. Et les gens vont venir. Et tu ne vas pas dire que je n'avais pas cette intention. On va te voir. Voilà, l'embarras est là. C'est arrivé à David. L'embarras est là. Si tu dis je ne le fais pas, la femme ne va pas accepter. Elle va crier. Et quand vous serez devant l'officier de police judiciaire, personne ne va te croire qu'on t'a piégé. C'est comme ça qu'on attrape beaucoup de personnes d'éminentes personnalités. Il y a un évêque qui a été attrapé comme ça dans un hôtel au Zimbabwe. Très respecté. Parce qu'ils savent piéger, ils savent manipuler. Tu vas dire, non, je ne peux pas faire, mais elle crie, tu es là. La société ne croit pas au viol d'un garçon. Notre société. On va te trouver bizarre. Comment toi, garçon, une femme peut te faire? On ne va pas te croire. Personne ne va te croire. Bien. Le taux de suicide, on s'est rendu compte que les hommes se suicident plus que les femmes. Ce qui fait qu'ils soient toujours en crise. Ce qui justifie que la crise est permanente. Bien, ça sont des hypothèses. Mais si vous regardez très bien, au-dessus, à côté du titre, j'ai mis Ox. C'est parce que ce sont des hypothèses des Occidentaux. Ce ne sont pas nos hypothèses à nous. La crise de la massivité, peut-être nous pouvons la situer à un autre endroit. Quand ce sont les Occidentaux, c'est les études qu'ils font. Notre plus grand problème, nous ne faisons pas des recherches comme ça. Nos sociologues, je ne sais pas, ils chantent trop. Il faut leur donner du travail. Et nos psychologues, il y a beaucoup de choses à faire chez nous. Beaucoup. D'ailleurs, il faudrait qu'on ferme certaines facultés et laisser les sciences humaines faire leur chemin. Parce qu'on a beaucoup de choses, on a à répondre à beaucoup de situations ici. Sous d'autres cieux, ils peuvent te dire maintenant combien d'enfants sont nés depuis 0 jusqu'à maintenant. Dans tout un pays. Donc, le pays a encaissé aujourd'hui autant de naissances. Chez nous, personne ne sait. Même les morts, on ne sait pas. On passe seulement dit il y a 2, on met la photo, vous passez par là. On a encore du chemin à faire. Et ils peuvent nous imposer leurs hypothèses parce qu'ils travaillent dessus. Voilà pourquoi c'est comme si nous sommes tenus à tuer les esclaves. Les hommes doivent se réveiller. Bien, je dis tout cela
là est faux. Tout ce que vous avez vu là, bon, il faut prendre avec des pincettes. Les filles ont toujours été meilleures à l'école. Ça, c'est l'étude de ces deux scientifiques, Gender Difference in Scholastic Achievement, de David et Susan Sawyer. Les filles ont toujours été meilleures que les garçons. Ça, c'est leur hypothèse. Et ils essaient de donner des éléments de preuve parce qu'ils ont fait des enquêtes dans les universités. Et puis l'OMS, depuis 2015, a sorti un document disant que les hommes se suicident plus que les femmes. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc ce n'est pas une nouveauté. On peut penser que la crise est du prétendu, mais c'est une fausse crise. La réalité est là, dans ces deux choses. Si nous sommes en crise, nous les hommes, c'est parce que nous avons trop investi dans l'identité professionnelle. L'homme ou les hommes se définissent par rapport à leur emploi, à leur statut social. C'est ça le problème. Un homme qui ne travaille pas pense qu'il n'a pas de la valeur ajoutée. Il ne sera pas respecté en société. Ça, c'est le problème. Et les gens tombent en crise. Beaucoup de jeunes traversent une crise à cause de ça. On se définit par rapport à l'emploi, par rapport au statut social. Et si nous perdons les deux, on se suicide. Si tu sens que tu n'as pas de place, on ne te considère pas dans la société, si tu penses que tu n'as pas d'emploi, et on fait les liens facilement, on a tendance à respecter les gens qui ont de l'argent. Même dans nos familles, les gens qui sont les plus écoutés sont les personnes qui sont un peu friquées. Même s'ils disent des inepties devant tout le monde, en réunion, on a tendance à les écouter. Parce qu'on a attribué la réussite à l'argent et au rang qu'il occupe, son statut, et on s'arrête là. Conséquence. Et vous allez voir, lorsque la femme travaille, l'homme ne travaille pas. L'homme, attends, on a bien qu'on en a demandé à lui. C'est toi qui apportes la musique. Si on était sur la base de la complémentarité, ça aurait été bon. Mon mari, ça ne va pas, maintenant tu auras du travail, mais bon, on est ensemble. Mais nous avons tellement cet égo-là, c'est toi être moi qui décide. C'est moi le boss, c'est moi le patron, c'est moi qui dois protéger. C'est moi qui dois pouvoir aux besoins. Et c'est ça le problème. La crise est là. Le taux de chômage chez nous est vraiment très élevé. C'est que nous sommes en perpétuelle crise. Et la fin de la crise n'est pas pour demain. C'est pas pour demain. La crise de la masculinité n'est ni une nouveauté, ni une urgence. Les hommes sont interminablement en crise. Ça, c'est la thèse aussi de Judith et Alain. Document sorti en 2022. Alors, perdre son job, ce n'est pas la fin du monde. Je crois qu'on doit éduquer à cela. On doit éduquer à cela. C'est source de beaucoup de crises, mais on doit éduquer à cela. Bien. Mon problème à moi maintenant, où sont les hommes pour aider les autres? Si nous devons faire une remontade, comme on l'a dit, où sont les hommes pour aider les autres? Ce sociologue-là, c'est le professeur Francis Dupuy-Derry, je crois qu'il enseigne à l'université de Montréal, au Canada. Il a écrit un très bon livre, sorti depuis 2012 ou un peu plus tard. La crise de la masculinité, une certitude que les hommes d'aujourd'hui ont des problèmes et souffrent en tant qu'hommes à cause de l'influence induite des femmes en général et des féministes en particulier. Voilà sa thèse. Je ne sais pas. Pour nous, alors, il faut des guides. Puisque nous voulons être des hommes, il nous faut des guides. On ne peut pas évoluer seul. Le problème des garçons, c'est qu'on ne veut pas qu'on marche dessus, on ne veut pas être piétiné. Et on peut entretenir la crise. Les mathématiques compliquées à l'école, on nous permet de comprendre aussi. On dit limite. Moi, je n'ai jamais compris ce que je dis. On dit dérivé. Tout ça fait la génération. Je suis passé aussi par là. Donc, tout ça, c'est pour compliquer la vie pour rien. Pas pour rien, c'est pour beaucoup de choses. Mais, il faut parfois des tensions pour que votre intelligence aille dans l'abstraction. C'est ça, grandir. Grandir, c'est celui qui doit commencer à comprendre les choses. Quand on est au primaire, on dit une tomate plus une tomate, ça fait 2 tomates. On le fait parce que de manière pédagogique, un enfant ne comprendra jamais quand il lui dit 1 plus 1 égale. Il ne sait pas. Ça, c'est très abstrait. Et puis le niveau monte. 1 plus 1, on ne va plus dire une tomate. Et puis on va encore compliquer. On disait 3 moins 2 égale 1, tout le monde était d'accord. Et quand on disait 2 moins 3, on disait c'est impossible. Tout le monde disait c'est impossible. Mais le niveau monte. On commence à arriver au niveau où on se dit 2 moins 3, c'est moins 5.
comment il y a une réponse? Il y a moins 1. Moins 1 dans la réalité, c'est quoi? Tu as 2 bananes, je te demande 3. Tu restes en dette, mais tu n'as rien. Expliquer à un enfant, il ne comprendra jamais. Il dit en dette, mais tu n'as. Moi, je vois les bananes. Il dit c'est moi, je te donne, je n'ai pas. Le niveau monte. Et après, on nous a ajouté une affaire là, on appelait I. I au calme. Vous êtes passé par là aussi. Comme moi. Il dit I au calme égale moins 1. Ah! Et tous, on a répondu comme ça, on a eu des points. C'est un autre niveau d'abstraction. Plus on grandit, les choses deviennent encore plus compliquées. Et on cherche toujours à comprendre parce qu'on est en train d'anticiper. Viendra un moment donné où c'est toi qui trouveras des solutions pour les autres. Ça ne sera pas sous la forme de I carré, mais ça sera sous une autre forme. Et là, il cherche à comprendre. L'incompréhension a toujours été une situation de crise pour tout le monde. Quand tu ne comprends pas une réalité, tu es en crise. Jusqu'à ce que parfois il y en a qui ne dorment même pas. Parce qu'il y a un problème. Il y a un monsieur qui est venu me voir et dit ah, la fille là m'a dit, elle ne voit plus. Elle ne voit plus. Elle est devenue aveugle. Elle ne voit plus. Alors je comprends. Le garçon il dort. Il a déjà pété. Pourquoi? Parce que la fille ne voit plus. Vous avez compris? Ça c'est très bon. Quand on vient te dire que je ne vois plus, c'est que tu as fait quelque chose. Tu as rendu la fille de Dieu aveugle. Et les gens les dorment. Comment est-ce que je vais comprendre ça? Incompréhension. Et nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin de base. Survivre, nous reproduire, et comprendre, et aimer, être aimé sont des besoins fondamentaux. Mais on ne peut rien faire sans la grâce de Dieu. Voilà pourquoi c'est vrai que vous ne comprenez pas. Acceptez de vous laisser instruire. Ici, c'est Dieu qui prend l'initiative. On voit Philippe qui court et rattrape le char voyageur. C'est Philippe qui initie le dialogue par sa question. Parfois, Dieu vient vers nous. Et Dieu met des personnes sur notre chemin pour nous initier, pour nous guider. Et peut-être que nous sommes tellement pleins de nous-mêmes, nous ne voulons pas nous faire aider. C'est lui qui le guide dans la compréhension, en lui annonçant la compréhension. Quand on est jeune, parfois on pense qu'on peut tout faire seul. Et je vois ça dans la mentalité des gens du secondaire. Je le vois ici. Tu lui poses la question, et tu as besoin d'une aide? Non, il dit, ça va pas, ça va. Il revient 2 ou 3 ans plus tard pour dire, tu m'as tout demandé. Maintenant, je sens que mais pendant qu'on trouvait que tu es dans les fourvoyés, pourquoi tu n'as pas pris la bonne décision? Il dit, c'est l'erreur de la jeunesse. Tu es toujours jeune, continue les erreurs. C'est les saints. Il plaira les Écritures est là. L'Écriture, c'est les dons par excellence de Dieu. Et là, c'est lui qui. Les Écritures saintes contiennent toute notre histoire pour que nous arrivions à discerner et à décider en lumière avec cette aide, ce guide-là, nous pouvons aller à nous décider comme il se doit. Et la joie des sacrements. Voilà, pour nous, catholiques chrétiens, peut-être convaincus, il y a cet évêque-là, Emmanuel Gonzalez, je crois qu'il est déjà généreux. Si les gens comprenaient vraiment le sens des sacrements, en particulier l'Eucharistie, les églises seraient pleines de fidèles à genoux. Ils iraient même mendier l'Eucharistie, s'ils comprenaient vraiment le sens. L'unique a demandé le baptême, après avoir reçu une conversion. Il s'est remonté, il a fait cette montée-là dans sa foi. Et nous sommes attendus à cela. Bien, la chorale pour nous aider, nous sommes en train d'atterrir. Notre société sait parfaitement ce qu'elle rejette dans le masculin. Mais là, beaucoup plus de mal à dire ce qu'elle attend du masculin, ce qu'elle attend des hommes. Le masculin a été critiqué, sans être refondé, a été déconstruit, sans être transmis autrement. Et cette question-là de la masculinité n'est ni politique, elle n'est ni idéologique, mais elle est bien plus profonde. C'est au niveau du symbole que nous attribuons à l'homme. C'est l'homme qui donne forme, en fait, à la société, à l'existence comme telle. Et en fait, si on ne sait pas
accompagner ce qu'on désire, quelles sont ces différentes formes? On parle de la crise parce que ce sont des repères invisibles qui disaient ce qui dans une société avait de la valeur. C'est à travers le masculin. Ce qui est attendu de nous, ce qui est légitime, c'est le masculin qui est en train de dire ce qui est légitime, ce qui ne l'est pas. Ce qui mérite d'être transmis ou ce qui ne doit pas être transmis. C'était le masculin. Et on a grandi avec des récits, on a grandi avec des figures, on a grandi avec des modèles, des rôles, même des interdits dans nos sociétés qui permettent à ce que l'individu, à la fin de sa croissance, se construise d'une ou d'une autre manière et se situe dans ce monde. Mais les repères étaient clairs. On pouvait les critiquer, mais ils étaient clairs. On pouvait s'y opposer, mais ils étaient clairs. Mais quand ces repères commencent à disparaître, on ne sait même plus sur quoi on construit. Le principe du masculin, c'est comme un principe de structuration. Ça donne une forme. C'est le masculin qui avait la fonction de poser des limites, de trancher, de séparer, de stabiliser. Mais lorsqu'il y a cette confusion-là, on ne sait pas jusqu'à quel point s'arrête le rôle du masculin, tout tombe en déliquescence. Et ça, c'est la pensée de Mircea Eliade, penseur qui a beaucoup écrit sur le mythe. Et il a aussi parlé du mythe du masculin. La formule de structuration et symbolique était associée au principe du masculin. Ça, c'est lui qui pense comme ça. Ça ne veut pas dire que l'homme serait toujours supérieur, mais parce que le masculin représente la capacité à tracer des limites. Le problème, c'est qu'on s'en fout de tout ceci maintenant. Le masculin a longtemps renvoyé à la verticalité et a donné une très mauvaise image. Le masculin a été identifié à la violence, il a donné une très mauvaise image, et voilà. Ça a été l'ébranlement de la société telle que nous l'avons toujours connue, et nous sommes dans la confusion tout simplement parce qu'un homme, on ne sait pas c'est qui, et une femme, on ne sait pas c'est qui, mais les femmes sont tellement écoutées qu'elles prennent de l'ascendance et elles semblent diriger où elles sont en train de diriger. Quelles sont les pistes de solution? On va voir que ce champ que nous allons proposer les pistes de solution.
Je ne sais pas l'équivalent. Par exemple, quand je vous parle des choses simples que nous récitons tous les jours, l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. En Suède, c'est quoi? On va réfléchir plusieurs. Oui. Mais si on avait notre langue maternelle, peut-être que d'ailleurs nos langues traditionnelles sont plus proches d'ailleurs de la langue biblique, des langues bibliques. Plus proches. Le français parfois dénature les choses. Voilà pourquoi quand on apprend la langue, quand on veut apprendre la Bible, les exégètes partent d'abord étudier la langue originelle. Tu ne peux pas traduire la Bible en tirega si tu ne connais pas l'hébreu et le grec. Parce qu'il faut lire et faire la transition entre ta langue que tu connais avec pas de langue d'intermédiaire. C'est un massacre. On ne peut jamais t'approuver. Donc pour traduire la Bible, il faut connaître le grec et l'hébreu. Et tu parles de ta langue, si c'est le match, tu parles du match directement au grec sans intermédiaire. Si tu mets l'intermédiaire, tu fausses tout. Parce qu'il y a beaucoup d'ératés dans certaines. Voilà pourquoi je vous déconseille Louis II. Beaucoup d'ératés dans le pays de Louis II. Je ne touche même pas à cette Bible. C'est pas une Bible. King James, c'est encore un peu moins. Vu de Jérusalem, ça va, même s'il y a un peu d'idéologie catholique. Ça y est, des catholiques. Donc, on veut nous mettre ensemble. Tu vois, c'est une Bible politique. Donc, on veut être correct entre nous. On s'est fait des beaux yeux. Il y a un peu des choses pas trop catholiques. Mais bon, ça peut passer. Ce qui est la meilleure, je ne sais pas. Il n'y a pas de neutralité. Rien n'est neutre. C'est le monde dans lequel on se trouve. Mais chacun se positionne. Bien. Les autres problèmes qui se trouvent au niveau des conflits de génération. La première chose, résolvons les conflits de génération. Ça, c'est un problème aussi. Les conflits de génération. Les aînés ne veulent pas que les petits puissent grandir, arriver à leur niveau. Il y a même des problèmes dans les universités où tu as les possibilités, tu peux arriver à ce poste-là. Mais celui qui est plus âgé que toi dit, mais moi, qu'est-ce que je vais devenir? Aussi longtemps que je suis en vie, je ne quitte pas. Conflit de génération. Et les grands deviennent des éteignoirs. Ils vous éteignent au lieu de vous propulser. Ailleurs, quand on sent déjà que le petit a du talent, comme ça, on commence à l'accompagner dès le bas âge. Et quand il évolue, c'est vraiment un génie parce que toute sa vie, il n'a fait que ça. Mais chez nous, non. On le perçoit comme une menace. Le petit devient pour nous. Et parfois, on ne parle pas aux petits. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne sont pas de mon nom. On ne joue pas dans la même équipe. Ça, c'est un problème. Ouais, il y a un certain penseur qui s'appelle Poe, qui a fait l'étude des différentes générations. Il a catégorisé les générations en termes d'âge. On a parlé de baby boomers. Ils sont nés entre 46 et 64. Ils ont leur manière de penser. Il faut les connaître pour savoir comment ils vont se retrouver dans la société et ne pas les juger. Parfois, on ne se donne pas le temps d'étudier les générations. Comment sont ces baby boomers? Ils sont nés, ils appellent baby boom parce qu'après le boom de naissance, après la Seconde Guerre mondiale, Charles de Gaulle les appelait des beaux bébés. Une génération de privilégiés, ce sont des personnes, quand ils sont nés, on dit qu'ils ont grandi des faits, se sont penchés sur leur berceau. Ils ont eu tout, ces gens-là. 4 faits étaient sur leur berceau. La paix, la prospérité, le plein emploi, la croyance dans le progrès. Et pour eux, ce n'était pas une formule, c'était une réalité. 46-64. Voilà. Et puis la génération qui est venue après, donc, les enfants des baby boomers, c'est la génération X. La génération X, c'est le baby bust, qu'on a appelé comme ça au début. Ils sont nés entre 65 et 79. Là, vous comprenez comment réagissent certains parents, et c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui se passe? C'est une génération d'oubliés. C'est comme s'ils n'ont jamais existé. Pourquoi? On n'a pas beaucoup étudié ces gens-là parce que c'était une génération tellement qu'il y avait la paix au début, on ne les remarquait pas. C'est comme les gens qui sont en famille, qui sont au milieu là. Hein? Ils n'existent pas. Dans les familles, quand on voit Katikati, ils n'existent pas. Parce que bon, tu n'attires pas l'attention comme le cadet et tu n'as pas le poids psychologique des aînés. Que tu sois là, et on te voit, tu es là. Il y en a qui se retrouvent. C'est ça en fait. Et ces gens-là ont eu un mauvais déclin
y a eu le choc pétrolier et le chômage. Ce qui a fait c'est qu'on ne connaisse plus davantage parce que tout le monde était affairé à trouver des sources de survie. C'est une génération effacée qui est morte dans le silence. Alors nous avons la génération Y, les millennials, c'est-à-dire nous. Y parce qu'on a dit Y par rapport aux écouteurs. C'est cette génération-là qui a beaucoup utilisé les écouteurs. Nous sommes à l'époque où les technologies commencent à faire son chemin. Ouais, les écouteurs là faisaient Y. Vous êtes des iPods. Hein? Nous, c'était des Y. On les appelle des millennials. Ils ont grandi avec Internet, pas en Afrique. Pas en Afrique. Moi, j'ai connu Internet quand c'est le secondaire. D'ailleurs, le téléphone, c'était après le secondaire. Alors, cette génération accorde beaucoup d'importance à l'éthique. Les gens qui sont nés entre 80 et 94, beaucoup d'importance à l'éthique. Ils ont un dynamisme très, très pointillé. Ils ont le sens de l'indépendance. Ils veulent émerger seuls. Ils sont dans la quarantaine, trentaine maintenant, et ils cherchent une stabilité. Ce sont des personnes qui cherchent à se caser. Ce sont des personnes qui peuvent faire carrière. Les générations qui viennent après ne sont pas stables psychologiquement parce qu'on était horizontales, créatives. Ce sont des personnes, puisque connectées, qui travaillent facilement en réseau. D'où le concept de freelance. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'aller, tu es ton propre chef et tu travailles à distance. Tu n'as pas besoin d'aller au boulot. Tu peux travailler dans ta chambre et tu as ton salaire. Vous vous rendez compte comment l'affaire là Et je crois que les grands parieurs sont les gens qui parient tout seul dans ces générations. Les gens là, comment on appelait ça, cette affaire-là qui a fait mourir. Je savais que ça allait mal finir. On appelait ça. Le nom, c'est quoi encore? Il y avait l'auto, mais pas que récemment là. On a c'est le mot là. Vous êtes encore très savant. Non? Oui. Ouais, je savais que ça n'allait pas aboutir. Je savais. Ouais, nous, on est réticents parce que ce n'est pas notre génération. Mais vous, les Z, les Z qui sont ici, ils sont trop dans ça. Parce que l'argent doit couler facilement. Ouais, moi, je n'ai rien fait. Mais moi, j'ai vu quelqu'un qui pleurait parce qu'il a tout fait. Je lui ai dit, si tu étais venu me voir, tu vas me croire que je suis ton ennemi parce que tu décourages. Mais moi, je ne peux jamais, au grand jamais. On a connu une affaire qu'on appelait tontine. C'est promotionnel. Dans cette vie, les gens ont même perdu leur parcelle de maison. Parce que tu donnes 100, on va donner 200. Ah, je donne à l'autre les 200. Puisque ça a rapporté. Et on va te faire des 12 yeux, on te donnera 400. On n'attend pas que tu vas donner 5 000. On te donne 21. Ah non, on te donne 21. Et ça, c'est vraiment la tendance de génération Z. Ils sont un peu concernés par l'écologie. C'est une génération qui porte en fait à cœur l'histoire de l'écologie. Et la représentante de cette génération Z, c'est Greta Thunberg. Vous connaissez cette femme-là qui a tenu tête à notre Trump, le premier mandat, qui parle de climat, elle-même vient de répondre aux questions de blabla, les gens qui veulent consommer la société. Si on marche dessus, c'est que je vais disparaître. Vous, quand je vais dire l'enfant, ça c'est Maxime. Vous allez payer les frais d'un système morbide et mortifère. Et vos enfants et les enfants de vos enfants. Avec cette année, nous n'avons pas. Il faut une génération qui se révolte. C'est anormal que les gens ne se révoltent plus dans ce pays. Je ne comprends pas. On marche dessus, on vole les élections et les jeunes sont là. Une population jeune à 60%. Mais ils ne font rien du tout. C'est la débrouillardise, article 15. C'est anormal. C'est anormal. Je ne comprends pas, moi. J'aimerais mourir et avant mon mort, j'aimerais voir une jeunesse qui se lève pour dire non à ce système-là. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Dire non à tout ce que vous faites. Vous prenez, ailleurs, ils sont des gens qui ont pris le pouvoir. C'est vrai, on n'a pas d'expérience, mais on n'est pas d'accord avec vous. Révoltez-vous, révélez-vous, faites le par ici. Sinon, vous allez mourir comme des idiots. Ah, c'est sérieux. C'est très sérieux.
que l'Église était apolitique. On dit l'Église est au milieu du village, mais l'Église n'est jamais neutre. Elle cherche, elle doit se mettre du côté de la vérité. Et ceux qui forment, qui constituent l'Église, c'est les jeunes. C'est le poumon de l'Église. Mais si, quand on dit c'est fini, on est tous mal barrés. Et quand je vois les gens qui vivent à Kinshasa, je me dis, c'est un enfer. Même sûr, parce que j'ai fait peu de puissance, je vais y aller. Mais si c'était loin de mon propre cœur, je n'irai jamais là. Tout est difficile, tout le monde est brutal, tout le monde est pressé, tout le monde est sale, tout le monde. Tout. Et puis vous entrez dans les bus qu'on appelle l'esprit des morts, tout le monde entre dans l'esprit des morts. Je suis entré une fois là, genre, je vois le trou, vraiment un gros trou. Je veux entrer, j'hésite. Et le chauffeur me regarde, il dit, papa, vous avez mon païen. Pourquoi vous gagnez? Tu es visiteur. Il dit, entre, on va arriver. Comment? Comment je vais entrer dans l'esprit des morts? Et puis l'esprit des morts troué. Vous êtes là assis, c'est sur des bancs, donc dans le moteur. Donc toi, tu vois le carburant. Et personne ne se révolte, on a déjà été touché à Zoé. On ne peut pas s'habituer à la misère. Non, les gens sont habitués. Et quand je suis arrivé, il m'a dit, pourquoi tu avais peur? Pourquoi tu doutais? On est arrivé. C'est devenu tellement normal que, bon, ça dit c'est contre personne. La génération Z, et puis nous avons la génération Alpha. Tous les gens de la génération Alpha ne sont pas encore nés. Ceux qui sont nés après 2010. Donc les Z sont nés entre 1995 et 2001. Je vois que beaucoup de gens sont les Z ici. Mais les Z, pas les Z européens, les Z africains, c'est une autre race. Donc là, on va les vous avez oublié. Nous, on a une autre race. Bon, il y en a qui font la différence. Les Z, les Alpha, ils sont nés après 2010. Il y en a ici. Non. Ce sont des gens tellement digitalisés qu'ils ne font plus rien sans téléphone et sans ordinateur. Il y a des enfants déjà à 5 ans, ils ont un téléphone, ils manipulent un peu. 5 ans. Il s'est entré, aller sur YouTube, chercher Dora, chercher le monsieur là avec. Il y a un dessin animé comme ça avec hélicoptère vert. Ils savent entrer dans ça. Ce sont ces gens-là. Ils ont vraiment des troubles de concentration. Ils sont tellement hyper connectés qu'ils perdent le sens de la réalité. Parce que leur monde, c'est les choses. Ces gens-là, vous n'allez pas les employer comme on les emploie maintenant. Parce que ce sont des gens qui sont nés avec l'intelligence artificielle. Donc, dans notre contexte en Afrique, ce sont des chômeurs. Donc, parce que
service commandé. Tu es assis, tu appuies un bouton, on te sert ce que tu veux. Cette génération-là. Et ça a déjà commencé, non? Il y a des sites de rencontres. Moi, j'ai plein cette génération. Nous, on faisait une séance de répéter. Un poème. Ça nous a aidé. Hein? Pour impressionner, on travaille pour impressionner. Maintenant, tu mets seulement tel âge, entre 15 et 20 ans. Voilà. Il doit être de telle taille, tel poids, même on décrit tous les détails. 1 mètre combien? Généralement, quand les femmes sont courtes, on peut dire 1 mètre 50. Vous-même, donc, vous commencez à commenter. Ces gens-là ne vont pas avoir une jeunesse comme la nôtre. Et le conflit des générations se posera. Et donc, vous devez vous préparer pour ça. Les enfants que vous aurez seront hyper connectés. Est-ce qu'il faut donner un enfant un téléphone? Avec notre situation. C'est comme moi. À quel âge faut-il donner un téléphone à l'enfant? Il y a un avis concret. Oui, c'est bien. Donc, pour ça, il faut donner même dans son texte. Quand il apporte la 5e première. Moi, je n'étais pas le plus conservateur. Dans ma tête, j'étais le papa le plus conservateur. Mais bon. Je sais que tu aussi. Oui, tout ça. Moi, je dirais que ça dépend. Parce qu'il faut d'abord regarder la responsabilité. Il faut d'abord regarder les aspects. Il faut d'abord regarder l'enfant, s'il est responsable. S'il est responsable à 15 ans, on peut lui donner à 15 ans. S'il est responsable à 13 ans, on peut lui donner. Et s'il n'est pas responsable, on attend. Merci. Je ne donnerai pas un téléphone dans mon maison, non. Il peut aller chercher quand il va finir ses études de conso. On trouvera toujours une formule. Parce que c'est difficile d'évaluer la maturité d'un enfant. C'est très difficile. Les parents ne savent pas ce que vous vivez. Vos parents ne savent. Vos parents peuvent vous contrôler jusqu'à 12 ans. Mais après, je te dis rien du tout. S'il va découvrir, je prépare psychologiquement l'enfant. Un jour, il aura. Mais pas avec mon argent et pas chez moi. L'Europe est en train de subir un tournant. Il y a un mouvement qui est très virulent ces derniers temps. Dans des écoles, on autorisait les téléphones aux enfants, primaires, secondaires. Mais ils ont remarqué la conséquence sur la croissance psychologique. Ils commencent à interdire les téléphones. Et c'est un groupe de parents qui se lient. Il y a toute une association. Les enfants sans téléphone. C'est que nous imitons, ils sont en train de chercher à nous imiter quand nous étions encore à l'état sauvage. Bon, je le dis de manière. Mais, vous voyez, si eux, ils perçoivent le besoin de ne pas. Ils ont déjà évalué les conséquences. Pourquoi nous, on doit s'entendre? Moi, le téléphone, j'avais un grand frère, d'heureuse mémoire. Quand on allait à la messe de Baguire, il y avait des monteurs là comme ça, tu ouvres. C'était comme ça, tu ouvres avec l'antenne. C'était encore rare d'avoir un téléphone. Il avait un téléphone qui ne fonctionnait pas, je ne sais pas où est-ce qu'il avait trouvé. Et celui-là, c'est lui qui l'avait, mais ça se ressemblait. Alors, je savais que c'était il courtisait trop le papa. Hein. Il voulait impressionner. Alors, il disait, prends le téléphone. Il m'a donné le téléphone en panne. Et puis, on mettait le téléphone ici. On allait à la messe. Comme ça, pour impressionner le fils. Bon, lui, il a trouvé sa femme. Peut-être que moi, je n'avais pas beaucoup de chance. Bien. Moi, je crois que je ne comprenais pas ce qui se passait. Je ne savais même pas à quoi servir ça. Mais bon, puisqu'on m'a dit de mettre, j'ai mis, parce que c'était l'âge. On peut représenter les conséquences. Quand je donnais cours de sociologie, j'ai mis tout un chapitre sur l'éducation aux réseaux sociaux. Malheureusement, quand j'ai arrêté de donner cours, on a retiré ces chapitres. C'est le malheur d'être congolais. Les gens ne comprennent pas. On a retiré. Mais je crois que c'était un chapitre très important. On doit éduquer à l'utilisation du téléphone. Mais on n'éduque pas. Et les gens ne font pas toujours avec le téléphone ce qu'ils doivent faire avec le téléphone. Et on commence à avoir des troubles de concentration. Bien. Deuxième piste de solution, après l'étude sérieuse de
parle du retour. Parlons du recours. Et ça a été un conflit dans les jurons de Mobutu. Parlons du recours. Comment on peut recourir à la tradition ambiante, comment on peut recourir à la culture qui existe et essayer de... On devrait revenir peut-être sur les initiations. J'aimais bien, c'est la pratique chez les Légas, ils avaient la pratique de l'initiation, n'est-ce pas? Et là, on apprenait aux garçons à être des hommes. Vous savez, l'initiation consistait aussi en... Comment on appelle ça? Comment on appelle ces gestes-là? La circoncision. Ils étaient circoncis dans l'initiation. Et ils apprenaient beaucoup de bonnes choses. Ils apprenaient au moins à être hommes. Et ça, c'est le propre des cultures de forêt. Les Banyabungo, qui sont beaucoup plus des montagnards et des cultivateurs, ils n'avaient pas une initiation comme ça. Pour eux, c'est, bon, le papa la maman qui pousse le garçon vers le papa. Ouais. Mais ce n'était pas une initiation qui prenait vraiment une forme classique. Et on a perdu beaucoup de choses en étant plus moderne tel que nous sommes. Au point même que les familles commencent à insister que les enfants ne parlent que français. Moi, ça m'énerve. Les enfants, vous voyez des enfants, je le connais là. Tout petits là, ils ne connaissent que le français. Même le Swahili, vous entrez dans une école secondaire, les enfants ne connaissent pas le Swahili. Tu cherches comment le punir parce qu'il a parlé Swahili, tu ne parviens pas à le punir. Parce qu'il ne connaît pas le Swahili, il ne connaît que le français. C'est pas normal. Et j'ai compris qu'il faut même pas, je ne punis plus les enfants parce qu'ils parlent Swahili. Je crois que c'est une erreur. C'est anormal que vous faites la médecine et vous ne savez pas utiliser des concepts en Swahili pour parler d'une maladie donnée. Les juristes vont toujours nous rouler parce qu'ils vont venir en France. Ils disent, oh, compte tenu du fait que cela étant tout ça, ils vous disent, mais la pauvre dame qui vient demander justice, elle ne comprend rien du tout. Mais il faut vulgariser. Fièvre, on ne sait pas c'est quoi. Tout d'autres questions, la fièvre, c'est quoi? Ici, nous disons quoi? À Bukavu, nous disons Homa. Homa, c'est pas la fièvre. Homa, c'est la grippe. Oui. Si tu pars en Tanzanie ou en Kenya, tu dis que tu as Homa. Mais on va te donner des médicaments pour calmer le risque de la grippe, mais ce ne sera pas pour la fièvre. Quand tu as ta température, c'est Giotto. C'est différent. Il y a un problème. Même dans le langage, on ne sait pas, on est où. Bien. Alors, recourir à l'authenticité et éviter ces trucs-là de bouchons. On pense qu'on est à la mode quand on apprend en français, quand les enfants parlent français. À un moment, je me dis, mon ami, que pour les petits enfants, ce que moi j'ai déjà remarqué, quand il est habitué peut-être à un langage, je l'ai aussi vécu quand nous étions petits. On trouve toujours qu'un enfant qui est habitué à parler Swahili, par exemple, dès la maison, il ne côtoie que le Swahili, il a du mal à se démarquer à l'école. Il est toujours silencieux. Soit il n'appréhende pas rapidement la langue et les leçons françaises parce qu'il a un certain retard dans la langue. Et pour moi, je me dis à un moment qu'il faudrait d'abord, dans un premier temps, éduquer l'enfant dès le bas âge, de 3 à 7 ans, ou même jusqu'à 10, à d'abord s'exprimer en français, puis après le rattraper maintenant dans une langue autre comme le Swahili. Le constat est juste, parce qu'il y a une certaine frustration. Tout le monde parle français, toi tu parles Swahili, il y a un complexe qui peut se créer. Je suis tout à fait d'accord pour ça. Mais peut-être que nous n'adressons pas le problème comme il se doit. Le problème, c'est aussi en grande partie le système éducatif. Le problème au niveau du système éducatif, parce qu'on nous a fait croire que quand on parle bien français, on est intelligent. Mais c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont tellement intelligents, même les enseignants, vous voyez, les enseignants ils ont des problèmes d'expression. Mais ils connaissent beaucoup, mais ils transmettre, c'est un art, c'est un don, et on peut apprendre. Mais non, ils n'ont pas. Notre système profite aux étrangers parce qu'ils s'expriment bien dans cette langue. Et quand ils s'installent ailleurs, ils sont très appréciés. Mais ça ne nous profite pas à nous. Un jeune comme maintenant qui part par exemple en France, tu
vas vraiment te retrouver et tu feras mieux que ceux qui sont là, les gens de ton âge qui sont là. Pourquoi? Tu as déjà un cerveau frustré. On t'a donné la géographie, on t'a donné l'histoire, on t'a donné le copol, on t'a donné tout ça dans ta tête. Non? Tu as une capacité de résilience qui dépasse. En plus de ça, les enseignants t'ont frustré. Ils t'ont injurié, ils t'ont dit tu ne vois rien. Tout ça, on apprend dans la frustration. Et puis après, on voit que tu t'exprimes très bien. C'est que des postes d'accueil, tu vas bien transmettre tes idées. Mais pour répondre aux besoins de Kidam, quelqu'un qui se trouve ici, qui ne connaît que son manchou, la rue, quand nous nous promenons, les gens ne parlent pas français. Dans la rue, nous travaillons pour la rue, nous formons pour la rue, nous étudions pour la rue. Si tu ne sais pas répondre aux besoins immédiats de la rue, c'est que ton éducation n'a pas sa place. C'est ça le problème. C'est que nous investissons pour les autres. L'Occident est fier de ça. Ils vous offrent, moi ils m'ont fait un mail, je vous ai dit que j'ai rassemblé mes documents que j'ai au Canada. Ils ont dit qu'ils vont me donner un visa. Ils cherchent des gens comme ça parce qu'ils ne mettent plus au monde. Ils ont besoin de la main-d'œuvre, ils ont besoin des boys pour nettoyer les toilettes des bars. Ils ont besoin des éboueurs, ils ont besoin des personnes avec la matière grise dans leur caboche pour. Mais nous formons pour eux. Alors, le problème, c'est que moi, je me dis, lorsqu'on envoie un enfant à la maternelle, quand il se paye, et c'est ce que je dis souvent, il ne va pas tomber entre les mains toujours des personnes qui parlent français. Dans la rue, on parle swahili. Et l'enfant, quand il ne sait pas échanger avec une dame qui vend du makala, qui le ramasse, déjà il y a une limite, une barrière qui se crée. C'est notre système qui n'est pas juste. Parce que si tous nos enfants parlaient swahili dès le départ, ils ne seraient pas complexés. Ils parleraient tous et ils seraient tous à l'aise. Donc le problème, c'est de deux côtés. Mais beaucoup de jeunes parents, quand tu parles avec eux, ils ne présentent pas le problème tel que toi tu le présentes comme un intellectuel. Ils disent quoi? Ce sont des enfants modernes. Pourquoi ils vont se comporter comme des villageois? Moi, un papa m'a dit, quand nous avons déjà un doudou qui soit il ne peut pas le mais non, mon enfant doit parler français. Ça doit être un français. En fait, nous formons beaucoup de chômeurs parce que vous ne répondez pas aux besoins de la société. Alors, on a beaucoup de chômeurs. Alors qu'ils sont intelligents, ils peuvent se défendre. Bon, c'est un système qu'il faut aussi questionner. Bien. Troisième point, le spirituel. Après les recours à l'authenticité, nous apprenons le spirituel. C'est la formation de l'esprit. Et quand on dit formation de l'esprit, nous faisons référence à l'intellect et à la mystique en vue d'une métanoïa. Ça veut dire quoi? Métanoïa, ça veut dire changement, tout simplement. Accepter le martyre. Pour que nous changeons, il faut que certaines personnes perdent leur plume, s'ils sont. Mais pour un changement dans ce pays, pour qu'il y ait vraiment un changement, il faut accepter. Et donc, vous devez arriver à nommer vos passions. Arriver à nommer sa passion et vous essayez de toucher à tout. Parce qu'on ne sait jamais. Le pays, comme il se donne maintenant, c'est un pays où tu peux finir en médecine et te retrouver cambiste. Pourquoi non? Oui. Il y a des messieurs qui deviennent des commerçants en état de Dubaï. Parce qu'il a trouvé une brèche. Je ne dis pas que c'est mauvais. Non, non, loin de là. Mais c'est imprévisible. Si vous êtes encore jeune et vous voulez apprendre, en tout cas sauter sur les occasions d'apprendre. Ne ratez aucune occasion d'apprendre. Il n'y a pas de son métier. On a un prof en informatique, tu dois connaître Kevin et Hubert, les anciens des UCP. Un physicien nucléaire, il a fait la physique nucléaire. Mais ce n'est pas la physique nucléaire qui nous. Il n'enseigne pas la physique nucléaire, l'informatique. Il a commencé sur le café comme ça. Et jusqu'à présent, il enseigne l'informatique, mais il n'a pas été spécialisé en informatique. Ça veut dire, ne vous figez pas, battez-vous. Ne dites pas, moi j'ai fait l'avocature, je ne serai qu'avocat. Non. Ça viendra. C'est les profs des sociétés qui sont organisées. Nous, on n'est pas encore organisés. Parce qu'on ne connaît même pas le besoin. On a besoin de combien de médecins dans ce pays?
personne ne te donnera les chiffres. On va seulement à l'université, tout le monde, c'est un luxe. Il n'est pas dit que tout le monde doit aller à l'université. Si tout le monde va, qui sera menuisier? Qui sera maçon? Et c'est lui qui est frustré. Parfois, nous donnons des travaux techniques aux frustrés. Oui. Nous donnons des travaux techniques, alors que c'est de l'art. Hein? Nous donnons aux frustrés et nous croyons qu'ils ont échoué. Et effectivement, c'est parce qu'ils pensent qu'ils ont du mal à avoir $50 par mois avec l'entrée du nouveau mouvement. Même un musée peut s'appeler $500 dans un mois, s'il est honnête. Parce qu'eux aussi, puisqu'ils sont frustrés, bon, c'est normal qu'ils ne répondent jamais à l'échéance, jamais. Alors, sortons ça de la tête. Si l'enfant vous dit, moi, je vais faire de l'art, c'est technicien comme ça, n'hésitons pas. Maintenant, on est tous dans l'économie, en droit, en médecine. Conséquence, tout le monde, même les montages, il parle français. Mon Dieu, il a étudié. Un des montages, il est très intelligent. Et il parle bien français. Pourquoi dépenser 5 quand tu chauffes la chaise à la faculté pour finir comme montage? Si tu as fait la bonne mécanique, tu es diplômé, quand tu conduis, on dira que c'est un montard formé, spécialiste en montologie, ou quoi, je ne sais pas, et il y a un problème dans le système. Et redonner à Dieu sa place. Et quand il parle de montage, je me dis, il faut redonner à Dieu. Le problème, c'est que les garçons sont très négligents spirituellement. Pas vous ici, mais en général, très négligents dans la manière spirituelle, dans la matière spirituelle. Très négligents. Le plus grand paresseux, c'est les papas à la maison. Il faut les forcer pour aller prier, pour aller à la messe. C'est difficile. Vous pouvez même voir, vous voyez vos parents. Les protestants, il faut quand même les forcer parce qu'eux, ils sont dans l'église, c'est une perfusion qu'ils reçoivent. Ils doivent être en église, ils doivent, parfois, tu es papa, vous organisez ça. Ici, chez nous, c'est quand chez les catholiques, quand les papas commencent à penser à la mort qui s'approche, ils deviennent mon commensage. C'est comme ça, hein? Quand on commence à dire, je vais quand même être enterré dignement dans la foi. Il vient te dire le combien. Il n'était pas dans l'église avant ça. Bon, c'est une lecture un peu ramassée, ce n'est pas une étude intellectuelle, mais c'est la remarque. La remontada, je ne suis pas un grand fan de foot. Mais c'est sûr que si on demande, on peut faire deux groupes de gens de Barça, Barça est toujours contre l'équipe. Parfois, on hérite les conflits de tout. Nous avons hérité les conflits. Nous, j'ai un confrère comme ça, Barça pour rien. Tout compte paye quoi. Chacun a sa passion. Mais, pourquoi j'utilise l'image là? Pourquoi les gens passionnés, hein? Tu regardes la télé, tu aimes un match. À un moment donné, tu vois les gens jouer au foot, mais c'est le foot qui te joue. Comment ça? Tu es tellement concentré que quand la balle va à gauche, quand ça va, tu tires même, parfois tu blesses celui qui est devant toi. Parce que tu croyais que tu étais sur le terrain, tu as tapé, mais tu l'as envoyé ton pied dans son mollet. Alors, la remontée, c'est quoi? Quand on est passionné, on suit le mouvement et on sait sentir là où ça ne va pas, là où ça va. Voilà pourquoi j'ai préféré cette image-là. La remontada est utilisée dans quelle équipe? Les amateurs de foot. Quelle équipe utilise quelle équipe nous a formulé cette expression? Oui? C'est PSG, Barcelone. La remontada, c'est de Barcelone. Il y a des Barcelonais ici. Je les salue en passant. Et il est là même, il dit merci. Et les autres, c'est qui? Vos ennemis, c'est qui? Maintenant, pourquoi vous êtes ennemis? Pourquoi vous êtes ennemis? Pourquoi vous êtes ennemis? Vous avez entendu? Merci, président. En Cristiano. Et en l'autre là, tout là. Messi, c'est Messi. Il est où? Vous connaissez même quand il voyage? On n'a pas le même problème. Mais il y en a qui héritent le problème des autres. C'est ça le souci.
Bien. Alors la remontada, c'est en fait une remontée de dernière chance. L'équipe a déjà perdu. Bon, la défaite n'est pas encore prononcée. Mais on voit qu'il n'y a plus trop d'espoir. Alors c'est un changement d'énergie. On se concentre aussi les 10 minutes qui restent. Et dans l'histoire du foot, on a eu des merveilles comme ça, non? Il y a eu un match où il y avait 8 buts comme ça en moins de 30 minutes. Alors qu'ils étaient en train de perdre. Vous voyez? Maintenant, si nous transposons avec cette passion, vous voyez que tout le monde s'est défendu. Si tout le monde, même le match, j'ai appris qu'il y avait un match, je ne savais même pas, à travers lui. Et il n'était pas sûr. Je crois qu'il y a des Jean-Pierre aussi. Toi, je regarde, c'est bon possible. Ils ont pris aussi de ce côté-là, de cette religion-là. Si on peut mettre de la passion dans le foot, pourquoi pas mettre la même passion dans l'intellect et dans la foi? Donc, ça veut dire que c'est anormal qu'un garçon finisse une année, il n'a jamais lu, mais c'est reste qu'un livre, un roman. C'est pas comme ça qu'on va changer ce pays. Si on entretient ce système, c'est anormal. J'ai dit une année, parce qu'on peut faire plus pendant une année. On peut me lire 12 livres pendant une année. Ou même un livre, 4 livres par mois. Pourquoi ne pas mettre des énergies dans l'intellect? Les gens nous respectent quand ils savent que nous connaissons quelque chose. Et c'est un pouvoir. La chose qu'on ne va jamais vous ravir, c'est votre savoir. Vous pouvez perdre de l'argent. Parfois, d'ailleurs, on perd du temps, on est cambriolé comme ça. Et ce qui est dans votre tête, il ne sort pas. Vous mourrez avec. Vous mourrez avec. Et les gens vont vous dire, quand vous parlez, on sent qu'il y a quelque chose. Pourquoi ne pas prendre les mêmes études? Souvent, on est expert dans les choses inutiles. Vous savez que le Congo a été sacré, le meilleur en quoi? Animation. Pour la canne là. J'ai vu qu'on nous a sacré meilleur. Les gens là qui dansent. Oui. Je ne sais pas comment les supporters ou quoi, les fans. On a été sacré meilleur avec notre monsieur. Il fait seulement comme ça. Il gagne la vie. Et puis il gagne la vie. Vous voyez? Non, il est là, il fait ça. Et nous qui nous coupons en 1000 morceaux, les enseignants pour le chapiser comme ça. Il y a un problème d'utilité quand même. Et le problème est réel. Le problème est réel. On va l'inviter. On n'a pas invité les gens qui font des recherches dans des découvertes de médicaments. Vous les voyez presque jamais à la télé. On ne prime pas les scientifiques. Mais on va appeler, tu veux une maison, on te donne une maison. Parce que tu as fait comme un roulage. On te donne une maison, on te donne le véhicule. Vous savez vous voyez qu'il y a des problèmes quand même. Vous voyez qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes sérieux. Bon, de toute façon, moi, je vous le redis, je n'ai pas d'enfant. Et je n'ai pas encore le projet d'en avoir. C'est vous qui devez changer les choses. Moi aussi, je change dans ma manière. Alors, mon cas là, c'est remettre, refaire la balance.
suivre le pas des géants, de ceux qui nous ont précédés, et voir quelles possibilités suivre les bonnes traces. En troisième lieu, il nous a été signifié qu'il est primordial de se connaître, donc de connaître le monde. Puisque si l'on nous pose la question dans cette assemblée, peut-être que nombreux ne savent pas qui ils sont, ils pourront s'identifier à leur nom. Parce qu'on ne dit jamais que voilà, ma tête ne sera pas à l'école, ou ma main ne sera pas à l'école, ou mon ventre ne sera pas à l'école. On dit que je ne serai pas là. Alors, mais qui là, c'est qui? Si l'on peut se poser cette question, est-ce que je m'identifie à ma tête? Est-ce que je m'identifie à mon cœur? Est-ce que je m'identifie à mes membres? Puisqu'on peut faire des greffes, on peut faire des transplantations de différents organes, mais vous resterez toujours la même personne. Donc, il est primordial, il est intéressant de se demander qui suis-je? Est-ce que je m'identifie à un organe? Est-ce que je m'identifie à mon nom? Est-ce que je m'identifie à ma famille? Il nous a été signifié également le copier-coller de ce que nous copions du côté des Occidentaux, du monde extérieur, et que nous mettons comme sujet d'actualité dans notre vie quotidienne. Pourtant, les réalités de là-bas ne sont pas les nôtres. Ça fait que nous vivons dans les plagiats et nous abusons. Donc, nous marchons un peu dans des choses qui ne nous concernent pas. Nous endossons des choses dont nous ne connaissons pas les fondements. Donc, il est quand même intéressant de connaître nos valeurs, de connaître nos racines, en guise de vivre en un monde qui connaît ce dont il est capable de faire. Il nous a été signifié également l'éducation des enfants, donc de ce que le monde nous donne comme éducation. Et là, je pourrais faire une petite brève par rapport à la question que l'aîné a posée. Je nous signifie que à la naissance, tout le monde est comme une table rase, comme une table vide, et on y écrit avec le temps. Et les savoirs que nous avons, c'est que nous sommes notre identité dépend de ce qu'on nous inculque comme valeur à partir de 0 à 7 ans. Donc l'enfant s'est défini de cet âge-là. Si vous voulez faire d'une personne quelqu'un de plaisant, de fort, vous l'inculquez les bonnes valeurs à partir de cette tranche d'âge, 0 à 7 ans. Au-delà de 7 ans, vous pouvez ajouter quelque chose, mais ça ne sera pas comme une chose que vous avez inculquée au moment où il avait 0 à 7 ans. Parce que le cerveau est fait d'un système, c'est comme une installation qu'on installe, et on y ajoute des choses à partir de cette tranche d'âge. Au-delà de cette tranche d'âge, c'est un peu compliqué d'ajouter des modifications. Tout ce que nous vivons actuellement, on peut interdire à un adulte de faire quelque chose, mais demain il pourra avoir un temps où vous dit ne prenez plus de l'alcool, mais demain vous faites la même erreur et tout. C'est parce que le système est déjà là. Le système est déjà là. Mais s'il faut en tout cas éduquer et voir comment changer une génération, il faut attaquer cette tranche d'âge. Donc c'est vraiment un sujet